Alors, nous allons en parler amplement. Nous avons devant nous 3 petites heures. J'imagine que nous ferons une pause. Je vous présenterai mes idées pendant une petite moitié, les 2/5 du temps. Et puis je souhaite, comme le souhaite également Madame Guérin, que nous échangions amplement jusqu'à 17 h. Et je vous remercie d'être là. Je suis réellement, profondément reconnaissant chaque fois que des adultes comme vous, des professionnels, mais avant tout des personnes comme vous, se mobilisent pour les bébés, les enfants et les adolescents. C'est mon sujet en général, et en particulier pour les enfants et adolescents, élèves, je pense qu'on peut dire comme ça, enfants et adolescents, qui viennent d'ailleurs dans le monde. Dans le monde, vous savez qu'il y a des mondes, et puis il y a le monde, que nous partageons tous. Je salue également vos collègues que je ne vois pas. Avec les nouvelles techniques, on peut parler à des gens à distance, et eux ils me voient, moi je ne les vois pas. Je les vois? Je peux les voir? Oui, vous en voyez certains. C'est les sièges blancs, alors qu'ici les sièges sont couleur bois. Alors je vous salue et merci aussi, donc je m'adresse également à vous, d'être engagé pour ces questions-là. Alors, Madame Guérin, je voudrais aussi dire merci au CASNAV et au rectorat parce que ça n'est pas automatique, hein. Les institutions ne s'impliquent pas forcément comme l'éducation nationale le fait ici et ailleurs. Je comprends ça, parce que je suis invité de temps en temps dans des lycées à Paris, ici, dans des conférences. Ici à Dijon, récemment, le 22 mars, il y avait une conférence sur l'adolescent dans le monde des adolescents, où je suis intervenu les 2 jours, j'en ai fait les conclusions, avec mon ami Daniel Derivois. Et donc, je pense que ces questions qui, malheureusement, dans mon métier, nous avons un certain retard à nous saisir de ces questions-là. L'éducation nationale, Dieu sait que j'ai beaucoup critiqué l'éducation nationale dans mon existence, mais je dois reconnaître que l'éducation nationale a pris ses responsabilités, bien qu'on parle d'une institution assez lourde, mais je ne la trouve pas si lourde dans ces questions-là. C'est important que je dise ça, parce que vous êtes là, donc vous êtes engagé, donc vous êtes parfois frustré de n'en être que là, de ne pouvoir faire que ce que vous faites. Je dois vous dire que c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres institutions. Il y a des menaces. Quand vous êtes ici, vous n'êtes pas menacé. Par ailleurs, je crois simplement que votre engagement tient à la réalité de terrain. C'est-à-dire qu'on se trouve devant un enfant, un adolescent, et puis on se sent concerné par ce qui le touche. Il me semble que et puis, vous me direz que c'est aussi votre métier, qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça, c'est aussi comme ça qu'ils gagnent leur vie, mais je suis sûr que vous tous qui êtes là et derrière dans d'autres salles, donc je suis sûr que vous êtes personnellement interpellés. Peut-être vos chemins vous ont amené là, parfois en fonction de certains hasards, mais je suis sûr qu'après une rencontre avec des élèves, vous dites allophones, c'est un mot que vous m'expliquerez tout à l'heure correctement, même si j'ai un fils qui, dans l'éducation nationale, s'occupe d'élèves allophones.
Mais je ne lui ai pas demandé. Vous savez, les relations entre parents et enfants ne sont pas aussi simples qu'on le souhaiterait. Donc je suis sûr que la rencontre avec un adolescent qu'on dit allophone a eu un effet, a interpellé chacun d'entre vous sur plusieurs plans. Pas seulement sur le plan de l'enseignant que vous êtes ou du soignant que vous êtes, mais éducation nationale. Je pense qu'il y a des psychologues de l'éducation nationale ici, il y a des médecins sûrement. Mais je pense que cette rencontre, elle est, par son côté interpellant, par son côté questionnant, cette rencontre, elle est initiatique. C'est-à-dire que avant de rencontrer un jeune, vous n'avez pas forcément mesuré ce que c'est. Puis quand vous avez rencontré le jeune, ça vous fait entrer dans des questionnements nouveaux. C'est ça que j'appelle initiatique. C'est vrai dans tous les sens. Pour moi, c'est toujours vrai. Il se trouve que j'arrive au bout de ma carrière, si on veut dire professionnelle. J'ai encore quelques petites années devant moi. Et je me rends compte que ceci est vrai chaque fois que je rencontre un enfant en consultation. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine. Encore maintenant, pourtant, Dieu sait que j'en ai vu quelques-uns. Puis j'ai des équipes qui disent, mais chaque fois que je me trouve à rencontrer un enfant, encore aujourd'hui, mais c'est vrai pour moi, ça a une valeur initiatique, c'est-à-dire qu'avant j'étais dans un contexte de connaissances données, et puis après cette rencontre, le contexte de connaissances a été bousculé. Donc je vais d'abord, si vous le voulez bien, vous parler de cette fonction de l'initiation. Et puis je vous dirai pourquoi je vous parle de ça ensuite. Je vais vous le dire maintenant. C'est au-delà de cette rencontre alors, Marie-Rose Moreau et d'autres ont l'habitude de dire, et moi aussi, que la rencontre avec un adolescent, quel qu'il soit, surtout s'il est, quand il est souffrant, mais quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, cette rencontre, elle est traumatique ou elle n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traumatique ou elle n'est pas? C'est que ça fait quelque chose. Ça contient une énergie importante qui à ce moment-là est libérée dans tous les sens et qui peut sidérer les capacités d'élaboration de l'enfant, de l'adolescent ou même du professionnel. Quand il y a eu ça, ce côté traumatique, cette valeur initiatique de la rencontre a lieu. Quand il n'y a pas eu ça, la rencontre n'a pas eu lieu. Ce qui est difficile quand on est dans l'enseignement, quand on a une classe d'enfants devant soi, parce que je parle de ça quand la rencontre est individuelle. Mais quand on a une classe devant soi, ça peut... Mais je crois que c'est quand même un peu vrai. Nous en discuterons tout à l'heure. Donc cette valeur traumatique, que moi je préfère dire initiatique, lorsque on fait de telles rencontres. Avec les enfants en général, hein. Je ne parle pas encore spécialement des enfants allophones. Mon propos est général pour le moment. Alors, la rencontre initiatique, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que partout dans le monde, il y a des statuts, des passages du ventre de la maman en passant par une porte dans le monde, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi du statut qui fait de la maman une maman. Je suis en train de vous dire que les enfants font les parents. On a l'habitude de dire que les parents font des enfants, mais je suis en train de vous dire que les enfants font les parents. Ensuite, le bébé, c'est un statut reconnu partout dans le monde. Lorsqu'une chose qui ressemble à un bébé vient de chez nous, échoue sur les bords de la Turquie, tout le monde est ému. C'est parce que ça interpelle dedans nous quelque chose que nous connaissons, donc ça a une valeur, c'est un statut connu, humain.
Donc d'autres situations humaines ont cette valeur. Donc le bébé qui devient enfant, qui devient adolescent. Alors partout dans le monde, ce que je dis là est partagé. Mais la façon de passer n'est pas la même. Enfin, la manière dont la société générale, on appelle ça, c'est pas la banque, je ne parle pas de la banque. Je parle du monde qui entoure le sujet. La manière dont le monde organise ce passage, ça c'est pas universel. Ça c'est différent. Ben, c'est pas universel mais pareil. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire, ici, ailleurs, et ces façons se valent. Lorsque nous parlons d'universalité, c'est non seulement du statut du sujet et de ses productions. Tout le monde rêve. On ne rêve ni bien ni mal. Le statut du rêve est le même. Tout le monde a faim. On n'a ni bien faim ni mal faim. Le statut est le même. Tout le monde peut avoir peur. Alors, il paraît que pour la peur, elle se reconnaît partout de la même façon. Alors, le statut est le même, mais ça se reconnaît. Je veux dire, les muscles qui sont activés sur le visage de quelqu'un qui a peur sont les mêmes, ici, ailleurs et partout. On reconnaît un visage apeuré. Ça n'est pas variable, on le reconnaît. Sauf que, culturellement, cette fois, vous savez que l'homme est 100% culturel et 100% naturel, les deux en même temps. Moi, je partage cette idée. J'aurais eu envie de dire 1% naturel et 99% culturel, sachant que on parle beaucoup d'épigénétique, des choses comme ça. Donc, nous sommes l'ADN, pour moi, contient des données qui concernent le rythme, la rythmicité à laquelle nous nous adaptons à l'environnement. Vous prenez deux jumeaux vrais, vous placez un des jumeaux, donc homozygote, vous en mettez un dans une famille ici, l'autre dans une autre famille ailleurs, vous fabriquez deux sujets différents, avec le même matériel génétique. Donc, rôle important de l'environnement. Je reviens à l'initiation. Donc, il faut bien comprendre les questions de passage. Partout dans le monde, on passe d'un statut à un autre. Mais pour que ce passage soit réel, il faut qu'il soit reconnu par la société générale. La société. Donc on quitte un statut, une société, pour être agrégé à une autre. Par exemple, je prends un exemple. La femme enceinte, la maman. Comment on appelle ça? Le laïc, le prêtre. L'enfant, adolescent, le jeune adulte. Voilà un passage. D'accord? Alors ce passage se fait de plusieurs manières, donc organisé par les sociétés ici et ailleurs. Alors, dans les sociétés dites modernes et métissées, parce que ça n'existe pas, des sociétés non métissées. C'est une fausse bonne idée. Ça satisfait les gens qui ont peur d'une certaine dilution identitaire, mais je n'y crois guère, mais d'un renforcement au contraire identitaire, par le mécanisme des métissages. Donc dans les sociétés modernes et métissées, vous voyez, une société peut être moderne, métissée, et en même temps traditionnelle. Je prends le Japon, par exemple. Voilà une société très moderne, pas aussi métissée que notre société. En apparence, ça ce sont les données effectives de la différence, on les voit moins. Il y a des données effectives de la différence. C'est la couleur, c'est les cheveux, c'est la forme du nez, le visage, des choses qui font que un homme est différent d'une femme, une personne, un Africain du Nord est différent d'un Africain de Guinée, etc. Donc ce sont des données effectives de la différence. Elles nous servent, elles doivent nous servir, car
ça participe de notre discrimination avec nos sens, c'est tout, mais pas parfois de la peur, selon qu'on a été habitué à voir la différence ou pas. Et je reviendrai dessus sur les métissages dans la fin de mon intervention. Alors, ce passage, comment ça procède? Alors, en 1908 d'abord, un folkloriste, alors qu'est-ce que c'est qu'un folkloriste? C'est un ethnologue, à l'époque on disait folkloriste, c'était en 1909, donc au début du XXe siècle, 1908 exactement, il a présenté ses travaux à Oxford, c'est Van Gennep, Arnold Van Gennep, c'est un Français. Alors, quels sont ces travaux qu'il a présentés? Ensuite, ça a été édité dans un livre qui s'appelle Les rites de passage. Les rites de passage, Arnold Van Gennep. Un ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui. Van Gennep a repéré ce qu'il a appelé des séquences qu'on retrouve partout dans le monde lorsqu'on passe d'un statut à un autre. Par exemple, bon, d'abord, je prends l'exemple de l'armée, que vous pouvez comparer à l'école. Première étape, on trie, on dénombre, on prend les sujets dans la société, on les met ensemble. Deuxième étape, un adulte déjà initié, donc qui est passé par là, prend ces sujets et les conduit vers un endroit, en principe, secret. On peut ajouter sacré. Parce que c'est un endroit, par exemple, l'enceinte de cet établissement. Certains parlent que l'école est un sanctuaire, par exemple. Voilà en quoi c'est un lieu sacré. Et secret, parce que tout le monde ne voit pas ce qui se passe dans une école. C'est quand même un endroit où, mine de rien, les gens qui sont initiés, les professeurs, les psychologues, les gens qui ont le pass pour entrer simplement et qui y vivent ne se rendent plus compte. Mais celui qui a quitté l'école depuis longtemps, ou quelqu'un comme ma mère qui n'y a jamais mis les pieds, c'est un lieu très secret. Bien. Alors, un lieu sacré et secret. On dénombre, on isole, pas au sens d'isoler, on conduit ces gens, si c'est des enfants qui vont devenir adolescents le lendemain, qui vont devenir adultes, je veux dire, si c'est des adolescents qui vont devenir adultes le lendemain, ils passent par un passage qu'on appelle adolescence, qui va durer, ça peut durer 24 heures. Dans nos sociétés aujourd'hui, ça va durer des années. Vous comprenez? Quelque part, on tue un lion à 16h30. Avant, on n'en avait jamais tué. À 16h30, on en a tué. À 16h32, on est adulte. Vous comprenez? Ici, on commence à la puberté. Pendant ce temps, on est mis dans un lieu sacré et pour ma mère secret, l'école. Ça dure plusieurs années. On en sort à la vingtaine. On continue d'apprendre à voler. On est un peu pâteau. Je vous ai déjà vu des pigeons, une maman pigeon qui apprend à ses petits à s'envoler. Mais si, moi sur le bord de ma fenêtre à Dole, il y a un pigeon, je voulais faire des travaux, j'ai vu 2 œufs. Je me suis arrêté et j'ai filmé chaque jour. Et j'ai vu, c'est devenu 2 pigeons laids, qui sentent mauvais, très laids. Et puis, la maman s'en est beaucoup occupée. Et il y avait quelque chose comme 12 mètres entre le sol et le bord de cette fenêtre-là. La maman les a nourris, et puis après, elle leur a fait faire des exercices physiques sur une patte, sur l'autre, plusieurs fois par jour. Et puis un jour, il fallait s'envoler. J'y étais. Je suis venu discrètement. Il fallait s'envoler. Mais il fallait que la maman leur explique la profondeur
c'est comme ça que j'ai interprété. J'ai essayé d'interpréter ce qui se passait. Et donc la maman les a poussés au bord, on regarde, on a peur, on se recule, on recommence 2 ou 3 fois, on s'envole. Il y en a un, ça a été pas trop mal, l'autre, j'ai eu peur, et puis c'est fini. Après, j'ai pu reprendre mes travaux. Donc, revenons à ce que nous disions. C'est vrai ce que je vous dis là, hein, c'est vrai. Revenons à ce que nous disions. Quelqu'un amène le groupe dans un endroit secret et sacré. On appelle ça la marge. Donc, il y a une phase préliminaire. On convoque les gens. Une phase liminaire, c'est la marge. Alors, dans cette phase liminaire, la marge, c'est l'école, par exemple. Alors, c'est curieux que je compare l'école à une marge. C'est pas marginal, mais c'est dans la marge. Si on se réfère au passage dont je parle, qui peut durer 1 minute parce qu'on a tué un lion, ou qui va durer des années avant qu'on entre dans la société des adultes. Vous comprenez? Et donc, dans cette marge, on fait subir à l'impétrant, on appelle ça ici, vous direz élèves, lycéens, mais les gens qui passent ce type d'épreuve d'initiation, on les appelle des impétrants. Et donc, l'impétrant, on leur fait subir, parce qu'on ne le fait pas qu'à une personne, on prend plusieurs personnes comme à l'école. Et donc, on leur fait subir des épreuves de 2 sortes. Donc, on est dans la phase marginale, liminaire. On leur fait subir des épreuves difficiles, humiliantes, bizutage par exemple, armée, école, même si ce n'est pas officiel aujourd'hui dans la société française, mais il y a quelque chose qu'on peut... Et donc, en tout cas, ça peut être difficile pour le jeune, et même pour des profs et des adultes, et dans cette première partie d'épreuves difficiles, il y a une fonction, Van Gennep avait repéré, c'est une fonction de déconstruction du sujet. Humiliation, ça se résume des fois à de l'humiliation. Il ne s'agit pas de dire qu'on prend les gens pour les humilier, vous allez comprendre par la suite. On déconstruit le sujet, ça c'est la première phase, donc des épreuves difficiles. On leur fait sauter un fossé très grand par exemple, ou faire des choses. Et puis, il y a une deuxième série d'épreuves dans cette marge, dans cette phase liminaire, qui sont des épreuves qui, cette fois, ont pour fonction de valoriser le sujet. On lui rend son identité en mieux, on le valorise. Et quand on l'a valorisé, moi, un mot que j'aime beaucoup, c'est qu'on l'a augmenté. On va le dire autrement, on l'a autorisé. C'est le même mot. Autoriser, augmenter, c'est le même mot. Avoir de l'autorité, c'est avoir la possibilité d'augmenter quelqu'un. Alors, pas seulement le salaire, mais de lui trouver une valeur, de l'aider to raise, à augmenter, pas à monter, pas à descendre. Parfois, on se trompe et l'autorité se confond à quelque chose qui réprime. Non, quand on a de l'autorité, on permet à l'autre d'augmenter, de s'élever, pas de chuter. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, cette deuxième partie d'épreuves sont destinées à renforcer l'identité de l'impétrant. Jusque-là, c'est bien. Et puis, c'est là le plus important pour moi, c'est qu'il y a une troisième étape d'agrégation à la société générale. Le retour. Il faut revenir différent, le même, mais différent, c'est-à-dire que maintenant, on a une identité forte, une valeur reconnue. Ça n'a d'intérêt que si c'est vu par la société générale, si c'est sous le regard de la société générale. Donc, cette phase-là, elle est essentielle, sans laquelle il n'y a pas eu d'initiation.
il y a eu humiliation, marginalisation, mais pas regroupement, déconstruction, construction, meilleur, retour à l'envoyeur, enfin retour, agrégation à la société. Vous comprenez? On sort les gens, mais le but que fait l'école, c'est de fabriquer des sujets à l'identité renforcée, capables, tout court, mais qui sont destinés à être livrés à la société, intégrés, agrégés, mais intégrés dans la société. Donc, voilà les 3 séquences que j'ai choisies, et une séquence est découpée en 2. C'est la séquence du milieu, la phase liminaire, où il y a une série d'épreuves difficiles, ensuite une série d'épreuves qui ne sont pas des épreuves du coup, une série d'augmentation, on va dire, et le sujet est agrégé ensuite à la société. Phase essentielle, sans celle-là, c'était pas la peine, on aura humilié les gens, on les aura oubliés en marge, au banc de la société, parfois en banlieue. Bien, alors tout ça, je pense que quand je dis ça, nous voyons une bande, une troupe, des jeunes, mais nous ne voyons pas la personne à qui la société a confié la fonction importante d'accompagner ces jeunes. Sans cette personne, les jeunes, cette personne qui est déjà initiée, sans cette personne, ces jeunes vont être perdus, vont rester dans la marge, vont être marginalisés. Cette personne, dans l'école, pour moi, c'est le professeur. C'est l'infirmière scolaire. C'est le médecin, enfin, c'est les adultes de l'école. Essentiellement, enfin, en temps, le professeur. Donc, il y a cette fonction que lui a confiée la société d'accompagner les jeunes dans ce passage que je viens de décrire. Donc, initiation. Universalité, ça se passe comme ça dans beaucoup de sociétés. Je ne vais pas insister ici, aujourd'hui, sur la pertinence de ces rites de passage, même dans notre société, maintenant. Je ne parle pas de choses qui se passent ailleurs autrefois. Je parle de choses qui se passent ici, maintenant. Donc de choses modernes. Je ne suis pas en train de parler de choses archaïques ou anciennes. Parce que vous séparez les jeunes, vous les mettez dans un lieu secret, voire sacré, et vous oubliez de les agréger à la société, vous les marginalisez. C'est vrai aujourd'hui, hier, demain, c'est vrai. Ici, ailleurs, c'est vrai. On est d'accord jusque-là. Bien. Alors, voilà comment je comprends, je propose que nous comprenions le lieu de l'école aujourd'hui. Voilà comment je propose que nous comprenions ce lieu. Je vois qu'il y a des doutes dans la salle, mais nous en discuterons tout à l'heure. Alors, les élèves... donc, la place de la scolarisation, c'est une question que Madame Guérin a proposé que nous regardions ensemble. Donc, la place de la scolarisation, je viens de la dire, mais nous l'affinerons avec les questions. Donc, le jeune qui est agrégé à la société après ces 3 étapes que je viens de décrire est le même, mais n'est pas le même. Il a, pour l'école, c'est là qu'on peut discuter, des savoirs nouveaux. Mais qu'est-ce que c'est des savoirs nouveaux si le sujet n'est pas un peu autre? Qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui a des savoirs? Il n'est pas capable. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte qui a des savoirs
et qui n'a pas été changé par ces savoirs. C'est pourquoi je propose de considérer que la fonction après l'acquisition de ces savoirs, c'est d'entrer dans un contexte de connaissances nouveau. C'est d'entrer dans un espèce de monde nouveau. Le sujet est le même, le monde est le même, mais entrer dans ce monde-là, dans un contexte de connaissances différent du contexte d'avant. Un contexte de connaissances. Alors, le savoir n'a de sens. Donc, la question du sens. Tout à l'heure, je décrivais l'adulte qui accompagnait. Cet adulte, la société lui a confié le sens. C'est cet adulte qui donne du sens aux choses nouvelles. Vous pensez bien que dans un passage, on ne peut pas acquérir tous les savoirs. Mais on entre dans une situation où les savoirs nouveaux peuvent avoir du sens. Vous savez, les enfants vivent avec les adultes, et puis un jour, ils comprennent que tel fonctionnement d'adulte a tel sens, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas compris. Ils sont initiés. C'est l'exemple le plus commun, c'est avant d'avoir une relation sexuelle, après l'avoir eue. Avant, on avait des savoirs, on peut l'apprendre dans les livres et tout ça. Mais on ne sait pas. C'est après qu'on le sait parce que on a fait une expérience qui fait qu'on est le même sujet, mais pas le même. Différent après avoir connu. Alors on dit connaissance, donc on est dans un contexte de connaissance. Voilà. Bien. Alors la scolarisation, nous en discuterons. Qu'est-ce que ça signifie après ce que je viens de vous proposer, ou dans ce contexte de ce que j'ai proposé. La pédagogie. Alors voilà une expression difficile pour moi, Madame Guérin. La pédagogie est difficile pour moi. Alors, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon métier? Ou est-ce que c'est pour le jeune migrant que j'ai été? Je suis arrivé en France au lycée. Je ne suis pas venu étudiant boursier en France et devenu médecin. Je suis arrivé au lycée. Je voulais faire génie mécanique. Et puis, l'été après le bac, j'ai croisé un camarade, un copain. Il m'a dit, viens, on va s'inscrire en médecine, on va bien se marrer. Je suis allé en médecine, c'était pas simple. Parce que ça n'a pas été simple. Parce qu'il fallait, alors que je ne le savais pas, s'inscrire depuis le pays de départ. Je parle des années 70. On n'est pas aujourd'hui, mais quand même, à l'époque, il fallait en médecine, je pouvais aller à l'IUT pour faire génie mécanique, mais pour aller en médecine, il fallait faire une inscription depuis le pays. Mais moi, je ne suis pas parti de mon pays pour devenir médecin. Donc ça a été difficile. L'école, le lycée a fait des lettres de recommandation pour que la fac de médecine à Besançon m'inscrive, mais ça a été difficile. J'ai raté la rentrée. Et donc, ça a pris 1 an. Donc, je suis allé l'année suivante. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait mes études tout droit. Et je disais à Madame Guérin tout à l'heure, je n'ai pas fait des études pour être psychiatre. J'ai été médecin de campagne pendant 12 ans. Mais j'ai toujours été étudiant. Je considérais que c'était une chance d'étudier. Donc j'ai toujours été étudiant. J'avais décidé que quand mon fils est né, celui qui s'occupe de l'élevage de faune, j'ai une famille métissée. Mon épouse est lorraine. Et donc mes enfants sont des métisses phénoménologiques. Je suis grand-père. J'ai des enfants métis et une petite fille carteronne, c'est-à-dire que le papa est métis
et la maman est blanche. Et un petit-fils qui n'a que 4 mois et demi maintenant. Ma petite fille va avoir 7 ans et mon petit-fils, Charlie, va avoir 4 mois. Carteron aussi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, je vais vous le dire. Je vous raconte tout ça parce que c'est important de savoir d'où je parle. Ensuite, pendant que j'étais médecin, j'ai entamé des études de psychologie. Donc j'ai cette double casquette ou triple, médecin de campagne, psychiatre, psychologue. Aujourd'hui, je fais d'autres choses. Mais l'école a été extrêmement importante dans ce chemin. Alors, je ne connaissais pas l'expression allophone, je l'ai connue depuis, mais je ne connaissais pas ça quand il s'agissait de moi. Alors, donc la scolarisation, je pense que je n'avais pas besoin d'école, au sens des savoirs que l'école apportait. Par contre, j'avais besoin de l'école, au sens où, vous voyez, si j'avais pas eu un copain, un camarade d'école, j'aurais pas été médecin. Bon, entre-temps, pour d'autres raisons, je voulais être instit parce qu'à l'époque, on payait voilà. Bon. Voilà. Bon. Donc, nous revenons au sujet de la scolarisation, on en discutera tout à l'heure. De la pédagogie avec laquelle j'ai beaucoup de mal, parce que, pour le coup, on va entrer dans le sujet même, parce que ce n'est pas la même chose partout dans le monde. C'est-à-dire que, en Afrique, par exemple, même quand on peut, parce qu'on est enfant ou adolescent, on demande à l'adulte. En France, j'ai compris avec mes enfants, mais aussi avec les jeunes que je soigne, que ce n'est pas la même chose. Le rapport à l'apprentissage n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en France, le jeune fait, il saccage tout, et puis on dit c'est très bien. En Afrique, le jeune fait du mieux qu'il peut, il fait du mieux qu'il peut. Je prends un exemple... tondre. Je prends un exemple vivant. Les enfants, même grands, si je leur demande de tondre, bon, celui qui a plus de 30 ans, maintenant, ça va à peu près. Mais les autres, si je leur demande de tondre, ou alors s'ils ont une fête, s'ils invitent des copains, ils prennent la tondeuse. Et puis ils saccagent tout. Et puis, on attend de moi que je dise, bravo, c'est bien, tu as tondu. Mais c'est pas possible. Pour un parent africain, c'est pas possible. C'est dans ce contexte que les jeunes allophones que vous avez pensent la relation aux apprentissages. C'est pour ça que je vous raconte ça comme ça. D'accord? Donc, c'est pas possible. L'adulte, qu'attend un jeune allophone de l'adulte, dans ce cas, c'est... D'abord, il sait tondre depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. On commence très tôt. On n'attend pas... On n'attend pas d'être un gnou en short pour commencer à apprendre à tondre. Très tôt, on fait les choses, on fait les choses très tôt. Malgré le fait qu'on fait les choses très tôt, on ne cherche pas à être reconnu très tôt comme capable de les faire. On attend toujours de l'adulte qu'il dise « c'est bien mais tu peux faire mieux ». Alors, ça, c'est parce que je suis devenu métisse, que je dis que c'est bien, mais tu peux faire mieux. Parce que j'aurais dû dire, tu peux faire mieux. Vous comprenez où je veux en venir? Et j'ai compris l'année dernière, que j'étais resté un papa africain. Parce que mes enfants sont devenus grands et leurs copains sont grands aussi. Leurs copains et copines sont grands aussi. Et j'ai été repris quelquefois parce que je ne félicitais pas assez mes enfants. Mais moi,
ma fonction de... vous ne parliez pas de parents, mais la pédagogie, bien que j'enseigne un peu, j'interviens un peu, mais j'enseigne des grands, enfin je fais ce que je fais là en plus structuré, plus... D'ailleurs, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à enseigner comme un enseignant. Je pourrais, mais je ne fais jamais ça. C'est toujours... pour moi, c'est forcément toujours vivant, toujours... et puis on y arrive. On va y arriver. Vous allez voir qu'on va arriver à traiter vos questions de cette façon-là. Plutôt que chapitre 1, 2, mais je vous ai montré que j'en étais capable en vous parlant des séquences des rites de passage. Non? Ça n'a pas été... Bon. Et maintenant, je vous raconte, mais on va y arriver au bout. J'en ai une expérience. Et donc, la pédagogie, pour moi, d'abord, nous, on était battus à l'école. On était battus. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai, c'est que devant moi, j'étais un bon élève. Si. J'aurais aimé qu'il y ait des témoins pour dire, lui, il était bon. Personne ne le dit. Quand vous avez des bonnes notes, personne n'attend à la maison que vous apportiez le bulletin pour vous dire bravo. Vous comprenez? Moi, quand j'ai eu le bac, j'ai trouvé un vélo, j'ai pu m'acheter une bouteille d'Orangina et j'ai fait le tour de Besançon. J'ai fêté mon bac. Plus tard, le directeur du foyer dans lequel j'étais, un charolais qui roulait les airs, est venu me remettre le papier qui est arrivé au foyer avec sa trompette. Je m'en souviens, c'est important. Vous comprenez? Donc, voilà. Par contre, devant moi, on fait une dictée et mon camarade fait une faute. L'instituteur, qui est un bon instituteur, passe derrière et à coup de courroie dans le dos et ça perlait le sang. Donc, je m'en souviens, c'était devant moi, le voisin du bas, devant moi. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une faute dans sa dictée. Et l'enseignant regarde par-dessus l'épaule. Voilà un bon enseignant. Voilà une bonne pédagogie. Ben oui, c'est comme ça que c'est resté. Vous comprenez? Alors, forcément, je préfère ne pas prendre un coup de courroie de voiture. Mais bon, je faisais tout pour ne pas faire de faute. Mais je ne dis pas, attention, je ne bats pas mes enfants. Vous comprenez bien que j'aurais envie de les battre des fois. Bon. Alors, la résilience, c'est un mot que je ne vais pas définir ici, mais que tout le monde connaît. C'est un mot de physique. Hein, c'est la capacité d'une membrane qui a dans les fers à repasser à résister à la chaleur, sans être détruite. Vous comprenez? Ensuite, des gens, puis Boris Cyrulnik, il y a quelques 20 ans, a remis ça au goût du jour, donc ça a plu beaucoup dans les facs de psycho. Et puis il y a eu des tas de travaux. C'est très intéressant, sauf que ça ne sert à peu près à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que lorsqu'on voit les gens se battre pour s'en sortir, il ne nous est pas possible de dire qu'ils sont résilients ou pas. La question n'est pas posée comme ça. Madame Guérin m'a expliqué tout à l'heure, c'est comment la pédagogie est importante dans la manière dont les gens iront bien plus tard. Est-ce que j'ai compris? C'était ça. Dans la résilience, comment la pédagogie joue un rôle, quel rôle joue la pédagogie dans le fait que plus tard, ils sont bien ou pas? Ça, oui. Parce que la résilience, c'est après. On ne peut pas avoir des gens devant nous et dire ils sont résilients, ils ne sont pas résilients. Comment? On ne sait pas. Voilà. Donc, voilà. Puis après, on échangera sur toutes ces questions. Hein. J'espère qu'on aura beaucoup d'échanges. Donc, le rôle de l'enseignant auprès de ses élèves,
Bon, en France, ce n'est pas de donner un coup de courroie quand il manque un S. Comment? Si? Bon. Alors, est-ce que le rôle est strictement pédagogique? Je comprends dans la question que ça ne l'est pas. Forcément, je parlais d'initiation tout à l'heure, l'adolescent, la rencontre avec l'adolescent, ça se joue dans les premiers instants. Alors l'adulte, l'adolescent l'a vu, et puis il y a ce qu'en psy on appelle transfert, un jeu de transfert, de contre-transfert. Mais il y a un jeu de transfert et de contre-transfert, automatiquement. L'adolescent voit l'adulte, et puis cet adulte signifie pour lui quelque chose dans sa parenté, voilà, ou dans les identifications qu'il peut ou pas s'autoriser. Et c'est la même chose. Je ne sais pas, je ne veux pas parler à la place des profs, mais il me semble qu'au bout d'un moment, il se crée aussi ce type de relation inconsciente, transférentielle, contre-transférentielle pour le coup, c'est-à-dire que on investit un élève, allophone ou non d'ailleurs, comme quelqu'un qui a une certaine valeur pour nous. Hein. Et c'est vrai pour les médecins, en tout cas pour les psys, c'est par ce chemin-là d'ailleurs que je crois qu'on peut soigner les gens, pas par un chemin conscient où on dit, sinon on donne des conseils, ou bien on prescrit des médicaments. Précisément, c'est pas ça le travail de psy. Et même quand les psychiatres, j'en suis un, prescrit des médicaments, on en prescrit très peu. Dans mon service, on en prescrit très peu. Dans le service de Marie-Rose Moreau, où je dirige un groupe depuis longtemps, on en prescrit très peu. On peut en prescrire, mais c'est pas un tiroir qu'on a. Bon, maintenant à Paris, on est en deuxième intention, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui accompagnent les gens. Des professionnels, des autres psys, des éducateurs, des enseignants, voilà. On essaye de faire ça ici, c'est un peu plus difficile. C'est curieux, hein, les gens accompagnent un jeune, allophone notamment, des jeunes allophones notamment, en faisant 2h30 de voyage. J'en reçois de Cognac, ou d'ailleurs à Paris. Puis il y en a qui, dans Paris, ça leur prend 3/4 de la journée pour une consultation, mais ils le font. Moyennant quoi, les résultats ne sont pas les mêmes que si on téléphone, on en parlera tout à l'heure, si on prend un canal quelconque et puis on dit, bon voilà, tu as un rendez-vous, voilà, ça ne donne pas le même résultat. C'est peut-être coûteux sur le champ, mais sur la durée, je prétends que c'est moins coûteux, parce qu'on doit s'y prendre à plusieurs fois si on fait autrement. Donc, pédagogue soignant, je propose qu'on en parle en discutant. Je dis ici, maintenant, que le pédagogue est soignant. Et que le soignant est pédagogue à son insu. À leur insu, les deux. C'est comme ça que je vois la question. Parce que c'est un jeu de transfert et de contre-transfert. Et que dans le médecin, ce n'est pas le stylo et l'ordonnance qui soignent, je n'y crois pas. C'est la manière dont c'est proposé. Et au-delà, il se joue quelque chose d'inconscient et qui est humainement vrai en général. Mais la question m'a été posée de dire, quand passer la main, du coup là, on reconnaît non pas une personne, mais sa fonction en tant qu'enseignant, en tant que soignant, etc. En tant qu'éducateur, en tant qu'assistante sociale, infirmière scolaire, c'est très important, les infirmières scolaires. Quand passer la main? Alors, figurez-vous, Madame Guérin, que au début des années 2000, j'ai organisé avec le service de psychiatrie infanto-juvénile de l'université de Besançon, enfin du CHU de Besançon, le professeur Bizoire qui dirigeait ce service à l'époque, Sylvie Nesloff, avec qui j'ai été interne, le professeur Nesloff qui coordonne les soins psychiques dans la région Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Mais on était internes ensemble, on est amis, on se connaît bien depuis longtemps. Et aussi la revue Enfance et Psy. Le docteur Patrice Huer, qui est un pédopsy connu, et d'autres, des CMPP que je connais bien, dont le nom ne me vient pas à l'instant, mais voilà, cette revue Enfance et Psy
vous regardez le staff de cette revue, et puis on a fait un travail avec eux. Ce travail s'appelait « Quand consulter un psy ?» Alors, pour l'histoire, tout le monde connaît Brigitte Lahaie? Bien, ça m'a valu l'interview de Brigitte Lahaie. J'étais dans une réunion, je reçois un coup de fil, allô, c'est Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, laquelle? La vraie. Bon. Et puis alors, vous faites un... C'était Radio Monte Carlo, je crois, elle travaille. On a vu que vous faites un colloque quand consulter un psy. Vous pouvez m'en dire plus, etc. Bon. Je rentre chez moi, je dis, Brigitte Lahaie m'a téléphoné, ma femme. Bon. Mais c'est vrai. Et donc, on a fait ça. Et donc, on a réfléchi à la question. Ça a donné lieu à un des numéros de la revue Enfance et Psy, donc vous pouvez, qui s'appelle Quand consulter un psy. Donc, c'est quelque chose que j'avais organisé avec mes amis au début des années 2000. Donc, je vais m'en servir, je m'en suis souvenu, pour répondre à la question quand passer la main. Et pardon? Et quand interpeller d'autres professionnels. Alors c'est vrai en général, il se trouve que c'est une vraie question. Ça, cette ligne-là, pour moi, c'est une vraie question. Alors, quand consulter un psy, j'ai dit tout à l'heure que l'enseignant est psy sans le savoir, que le psy est pédagogue sans le savoir, mais il y a des enseignants, il y a un métier d'enseignant, il y a un métier de psy, il y a un métier d'éducateur, etc. Donc il ne faut pas mélanger les choses. La transdisciplinarité ne signifie pas qu'il faut faire une bouillabaisse de nos professions. Et ça signifie que chacun a une identité suffisamment solide pour se mélanger avec les autres sans la perdre, cette identité. Pour moi, c'est ça. Lorsque on a passé cette épreuve d'initiation pour devenir professionnel dans tel domaine, reconnu par la société générale, on devrait pouvoir se mélanger avec d'autres sans se confondre. On a des limites, des identités bien définies. Donc on peut prendre ce risque, il ne va rien nous arriver. On ne va pas se perdre. On ne va pas se noyer. Bien. Alors, est-ce que, quand on est sûr de ça, est-ce qu'on a besoin de montrer ses muscles, ses parois, ses limites? Je pense que non. Je pense que parce qu'on est bien établi dans notre identité professionnelle, on n'a pas besoin de dire oh là, on n'a pas besoin de le proclamer. À partir d'ici, c'est moi, à partir de là, c'est toi. Je pense qu'on n'a pas besoin de proclamer cela. Par contre, on y répondra à l'avant-dernière question, on a besoin d'écouter. Je pense qu'on a besoin d'écouter l'autre. S'occuper d'adolescents signifie, par définition, je crois, je préfère transdisciplinarité. C'est-à-dire que Daniel Marcelli m'avait demandé un texte pour les entretiens de Bichard au début des années 2000 aussi, en 2003. Donc il existe ce texte, hein, vous pouvez le trouver, je ne suis pas venu avec ces documents, vous pouvez le trouver, où il fallait définir le rôle du médecin somaticien. Alors c'est curieux de me demander ça à moi, mais j'ai été médecin de campagne avant, donc j'ai pu faire ça, et que j'ai présenté aux entretiens de Bichard. Et ça m'a fait réfléchir à la question que j'espère qu'on partagera aujourd'hui, sur l'idée que dès que vous voyez un adolescent, même si vous n'êtes que deux dans la pièce, vous êtes plusieurs. On ne peut... Winnicott avait dit qu'un enfant tout seul, ça n'existait pas. Un adolescent tout seul, ça n'existait pas. Donc quand vous recevez un adolescent, vous le recevez lui, physiquement, mais autour de lui, il y a forcément des autres professionnels. J'inclus, en faisant une faute, mais faute avouée est totalement pardonnée, les parents, c'est un métier. Vous ne recevez pas l'adolescent sans faire une place aux parents. Il se trouve que chez les lavalophones, c'est plus important que tout. Parce que justement, ces parents ne sont pas là.
souvent. Ils sont là, des fois. Mais parmi les allophones, il y a des mineurs non accompagnés. Donc, quand vous recevez un adolescent, vous le recevez lui, ses parents, ses frères et sœurs. Mais je propose qu'on fasse aussi une place à ses grands-parents. Parce que il me semble que la culture, elle est... ceux qui garantissent la culture, ce n'est pas les parents, c'est les grands-parents. Pour d'autres raisons, dans les rêves de l'adolescent souffrant, inquiet de leur orientation sexuelle, j'ai noté assez régulièrement que ça se passe dans la cuisine des grands-parents. Je n'ai pas publié encore là-dessus. Mais ça se passe dans la cuisine des grands-parents. C'est pas pour rien. Par contre, j'ai publié sur les rêves initiatiques, récemment, pour les annales médico-psychologiques. C'est peut-être, on peut les trouver encore en un livre. C'est important, cette fonction-là. C'est que quand vous recevez un adolescent, d'ailleurs un enfant en général, quand ils sont tout petits, ils sont réellement, physiquement accompagnés par leurs parents. Mais quand ils sont adolescents, ils sont capables de marcher, d'entrer dans le bureau tout seul, mais pensez qu'il y a des parents, des grands-parents et toute la famille. Mais aussi il y a des enseignants. Mais aussi il y a le collègue qui s'en était occupé avant et qui va s'en occuper après. Donc, il me semble que c'est en même temps. Pour répondre à votre question, Madame Guérin. Je crois qu'on est meilleur quand on pense, non pas un relais au sens d'une course de relais où notre fonction s'arrête au moment où l'autre a attrapé le bâton, le sujet, l'adolescent, mais qu'il faut penser, pas qu'on passe la main, mais qu'on se donne la main pour porter un... On va dire ça comme ça, je pense comme ça à l'instant. Voilà. Dès qu'on existe, on doit avoir fait, et c'est ce que j'avais... C'est comme ça que j'ai répondu à la question que Marcélie m'avait posée, c'est que dès qu'on existe, en tant que professionnel, dès qu'on a une identité professionnelle, et que cette profession accueille des enfants et des adolescents, on est fait, fabriqué, c'est dans notre ADN, de penser que on n'est pas seul. Même si on est si on est différent chacun, mais on n'est pas seul. On aura besoin obligatoirement, un médecin, un psy qui soigne un adolescent, c'est qu'il aura besoin de l'école. Même si on ne téléphone pas à l'école. Un prof sait que les parents existent et que dans certains cas, on sait qu'il y a un éducateur. Enfin, c'est important de savoir que potentiellement ils existent et que des fois réellement ils existent et de se donner la main dès le début, avant que l'adolescent entre chez nous. Vous voyez, voilà. Ça me paraît très important. Mais le plus grand spécialiste d'adolescents, c'est pas moi, c'est vous. C'est les gens qui travaillent dans les écoles. Il me semble qu'on se tromperait, que les adolescents passent beaucoup plus de temps à l'école. Est-ce qu'ils passent autant qu'à la maison ou presque, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas quantifié. Mais en tout cas, après les parents, pour moi, c'est l'école. Parce que moi, quand les adolescents sont devant moi, c'est déjà que ça ne va pas bien. Tandis que quand ils sont à l'école, c'est qu'ils vont bien. Quand ils sont absents, ils ne vont pas bien. Je vois des mous. Effectivement, l'anorexie qui est toujours première et qui est à l'école va très mal. Aussi. Donc, voilà, donc tous les élèves qui sont à l'école ne vont pas bien. Mais c'est la place des gens qui ont cet âge-là, d'être